Souhaitez, je vous représente aujourd'hui au contrat pour la vente de votre bien. Oui, monsieur, ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Oui, allô, bonjour, monsieur, comment vous allez? Très bien, merci. Écoutez, écoutez, l'achat de votre bien se déroule très bien, je vous représente comme il faut au contrat, vous savez, il n'y a aucun problème. Merci, au revoir. Jamais la signature d'un contrat n'aura été aussi simple. Mon nom, en représentant, et mon nom en représentant. Aussi simple que cela. Alors, en effet, vous me voyez venir, je vais vous parler aujourd'hui de l'article 1161 nouveau du Code civil. Ce texte a fait sensation dans la doctrine et parmi les professionnels parce que c'est un texte qui porte sur le conflit d'intérêts dans le cadre de la représentation et qui était très large. Alors, on parle d'un texte nouveau parce que c'est une nouveauté, qu'il y a un texte aussi large qui porte sur la représentation et les conflits d'intérêts, mais il faut bien savoir qu'en réalité, il y avait une multitude de textes divers qui couvraient des cas particuliers de conflits d'intérêts dans le cadre de représentation. Ce texte, suite au débat qu'il a occasionné, a fait l'objet d'une modification à l'occasion de la loi de ratification en 2018, et par conséquent, il y a en fait deux régimes applicables pour ce texte. Donc, on va étudier bien évidemment les deux en tant que juriste, puisque du fait de l'application de la loi dans le temps, les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 restent soumis au texte ancien, à la première version du texte de l'article 1161, alors que les contrats conclus à compter du 1er octobre 2018 sont, eux, soumis à la version en vigueur, la dernière version de l'article 1161 du Code civil. Un représentant ne peut agir pour le compte de deux parties à un même contrat. Cette disposition vient prévenir les conflits d'intérêts. Depuis son introduction, le champ d'application de l'article 1161 du Code civil qui interdit à peine de nullité la représentation par une même personne de plusieurs parties au contrat ou la conclusion d'un contrat entre un représenté et son représentant a suscité vraiment des interrogations dans la doctrine et chez les professionnels, s'agissant surtout de la représentation des sociétés. On retrouve le cas de figure d'un contrat signé par un représentant agissant en vertu des délégations de pouvoir au nom d'une personne physique et au nom d'autres parties, personne physique ou personne morale, où on a un conflit d'intérêt indirect, ou alors agissant en vertu des délégations de pouvoir au nom d'une personne physique et lui-même, où on a là le cas de figure d'un conflit d'intérêt direct. Donc cette situation rentre évidemment dans le champ de l'article 1161 du Code civil. On peut trouver également le cas de figure d'un contrat signé par un représentant agissant en vertu de délégation de pouvoir au nom d'une personne morale, d'une part, et au nom d'autres parties, personnes physiques ou personnes morales d'autre part. Ici, on retrouve la problématique éventuelle des mandats en chaîne, c'est-à-dire que la personne qui donne le mandat
a elle-même reçu un mandat, et si cette personne qui a donné mandat se trouverait en situation de rentrer dans le champ de l'article 1161, alors il faudrait que les causes de nullité qui pourraient affecter ce mandat-là aient été purgées avant de donner le deuxième mandat. Enfin, le dernier cas envisagé dans le cadre du champ d'application de l'article 1161 est le cas d'un contrat signé par le représentant légal, cette fois d'une société, au nom de la société et au nom d'autres parties. Ce cas de figure fait l'objet de débats au sein de la communauté juridique parce que l'application de l'article 1161 à ces cas d'espèce pourrait venir en conflit avec d'autres règles plus spéciales, surtout en droit des sociétés et notamment à propos des conventions réglementées. La question de l'application de l'adage Specialia Generalibus dérogante se pose donc plus précisément ici, dans le cadre du champ d'application de l'article 1161 du Code civil par rapport aux autres textes spéciaux, adage qui découle donc de l'article 1105 du Code civil, et c'est donc assez naturellement qu'en application de cet adage, il a été considéré par une partie assez importante de la communauté juridique que dès lors qu'une règle de droit spécial, notamment en droit des sociétés comme les règles relatives aux conventions réglementées, était édictée, alors une fois que cette règle était édictée, cette règle devait avoir prévalence sur l'article 1161 du Code civil, si bien sûr cette règle était bien observée. La question revenait donc plutôt de savoir, dans le cadre des règles spéciales des conventions réglementées, si le silence du législateur, pour certaines formes de société, équivaut à une règle spéciale évinçant l'article 1161 du Code civil, ou si ce vide ouvre place à l'application de l'article 1161 du Code civil en tant que règle générale. On pense notamment aux sociétés en nom collectif, aux sociétés civiles sans activité économique, pour qui aucune règle relative aux conventions réglementées n'est édictée dans le Code civil ou dans le Code de commerce. Et sur ce sujet, il y a division de la doctrine, certaines personnes considérant que le silence du législateur en matière de droit des sociétés est un choix de liberté de convention, alors que d'autres considèrent que, en cas de silence, c'est le droit général qui s'applique, le droit commun, et que donc l'article 1161 trouve à s'appliquer. Considérant les débats qui avaient eu lieu au sein de la communauté juridique quant au champ d'application de l'article 1161 du Code civil, et considérant le fait que cet article 1161 avait été prévu initialement pour protéger les personnes physiques et pas pour remettre en cause les pratiques des sociétés, considérant ces deux points, la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance de modification du droit des contrats a modifié cet article 1161 de la manière suivante. En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêt. Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. Et donc ici, on a le rajout dans le champ d'application de la notion de représentation de personnes physiques, qui exclut donc les personnes morales, et donc à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, au 1er octobre 2018, toutes les questions qui se posaient au sein de la communauté juridique, de savoir si les dispositions en matière de conventions réglementées excluaient ou non finalement cet article 1161 ne se pose plus à compter du 1er octobre 2018. Et on rajoute aussi également la notion d'intérêt, d'opposition d'intérêt. En conclusion, pour ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 par un représenté dans le champ d'application de l'article 1161, il est conseillé de faire ratifier ces contrats par les représentés, de façon à ce que toute cause de nullité relative soit évincée. Pour ce qui concerne les contrats conclus à compter du 1er octobre 2018, le principal champ d'attention doit se porter sur la notion d'opposition d'intérêt, puisque l'opposition d'intérêt est sujette à évoluer avec le temps, et donc il est conseillé de faire observer les formalités de l'article 1161 dès lors qu'on rentre dans le cadre d'une représentation de personnes physiques avec le représentant ou avec d'autres représentés.